cette sorte de précarité sociale qui faisait que ma mère se disait, mais je n'ai qu'un seul enfant, s'il meurt, je reste seul. Et moi, je vivais dans la même crainte, je n'ai qu'une seule mère, si elle meurt, je suis foutu. Mais mon père avait épousé déjà avant une autre femme, donc je me disais, bon, au moins il y a une... J'ai rajouté entre-temps aussi un livre de littérature africaine qui s'appelle L'Enfant Noir de Camara Laye. Il n'est pas dans votre... Il n'est pas là, oui, parce que je faisais un exercice plus... Ça peut être 5, 6, 7, mais il fallait retenir les 3. J'avais retenu ces 3-là, mais je rajouterai L'Enfant Noir de Camara Laye parce que c'est le livre de l'enfance. Le livre écrit par un jeune Africain qui arrive en France. Il a 23 ans et il écrit sa solitude. Il travaille comme ouvrier à l'usine Simca, mais en même temps il fait des études pour être ingénieur. Il écrit avec une naïveté, pensant recomposer son pays natal qu'il avait laissé, et il écrit le plus grand livre peut-être de la littérature africaine. Et ce livre m'a marqué parce que c'était l'un des rares livres de la littérature africaine qu'on utilisait alors pour faire des dictées à l'école. Alors que jusqu'alors, on le faisait avec les mots passants, on le faisait avec les pagnoles, parce que n'oublions pas que les programmes de littérature en Afrique étaient les mêmes qu'en France. Parce qu'on ne voulait pas de la triche, on ne faisait pas trop confiance à ceux qui étaient sur place. Et en général, les sujets du brevet arrivaient de France la veille, et puis le lendemain, on ouvrait ça devant les huissiers des militaires armés jusqu'aux dents pour qu'il n'y ait pas fuite. Et pour nous porter chance, nous allions vers l'aéroport, il y avait de l'herbe, et on attendait l'avion de Air France qui arrivait avec les sujets. Donc on était là, dès que l'avion atterrissait, on disait, les sujets arrivent. Donc ça atterrissait et on voyait toute l'armada, on emmenait les sujets quelque part, c'était bloqué et il n'y avait pas de fuite à cette époque-là. Et nous savions que le seul livre de littérature africaine qui serait là, ça serait L'Enfant Noir de Camara Laye. Et du coup, pour ne pas être pris de court, on avait tous commencé à étudier le livre par cœur. Donc chacun savait, oui, la dictée sera dure, oui, mais on sait que ça commençait. J'étais enfant et je jouais près de la case de mon père. Quel âge avais-je en ces temps? 5 ou 6 ans, je ne me souviens plus. Tout à coup, toute mon attention fut attirée par la reptation d'un serpent. C'est là que j'avais appris le mot de reptation, la marche, l'avancée du serpent, cette reptation. Et on nous disait expliquer le mot reptation. Et là, c'était, on le savait, puisqu'on avait étudié Camara Laye à fond. C'est un livre, et vous voyez ma surprise, quand les éditions Plomb en 2007, parce que c'est un livre publié en 1954. D'accord. Ni Jean-Court ni moi n'étions nés, et donc on a publié le livre en 1954, ça a eu un grand succès, ça a créé un tollé, parce que les Africains de cette époque, n'oublions pas que c'est pendant la colonisation, reprochaient à ces jeunes auteurs de ne pas écrire un livre qui critiquait la colonisation, mais de parler de son enfance. On déniait à l'écrivain l'autonomie et l'indépendance de la création, comme si le destin de l'écrivain africain était sans cesse celui d'aboyer contre le système colonial. Mais lui, il expliquait au monde entier la structure familiale, la caste des forgerons, son père qui travaillait de l'or, sa mère qui était là avec une certaine autorité, les apprentis dans l'atelier de son père, et puis il y avait ce serpent noir qui arrivait, et l'enfant, il était tout gamin, il jouait avec le serpent, et voulait attaquer le serpent, et la mère venait lui dire, attention, il ne faut pas toucher à ce serpent, parce que c'est le génie de nos ancêtres. Si le père a du succès dans les affaires, si l'or marche, si les gens viennent, c'est grâce à ce serpent. L'idée du double, que j'allais plus tard développer dans mon livre Mémoire de Porc-Épic, peut-être ça vient aussi de cela, où ce serpent symbolisait vraiment une bête qui protégeait plutôt les individus. Donc on a vécu
cette littérature, ce livre de Kamaralai, comme une révélation. Parce que jusqu'alors, nous étudions les Victor Hugo. On avait au programme l'art d'être grand-père, les contemplations, les nuits de Alfred de Musset. On avait tous les fleurs du mal, on savait tout. La garde des Michards, comme on n'avait pas l'argent pour acheter, on étudiait les textes de mémoire. De sorte que quand il y a le devoir, on dit, c'est à quelle page? 72. Ah ben c'est ce poème-là, voilà. Donc, on savait la page. Et il y avait même qui disait, oui, c'est 72 vers le milieu. Hein? Donc, voilà, il fallait préciser parce qu'il y avait le visage, les yeux qui photographiaient. Et puis on dit, oui, mais 72 où? En haut ou en bas? Non, au milieu. Hein? Avant d'arriver vers... Donc, on savait à peu près où se trouvait le sujet dans ce sens. C'est un livre qui fait partie des livres que j'ai retenus parmi ceux qui m'accompagnent toujours. Et puis... tout à l'heure, je citais avec mon ami l'écrivain colombien Wilson de Moreno tout à l'heure la présence, la découverte qui était la mienne plus tard de Gabriel Garcia Marquez. Je ne l'ai pas découvert par le boom littéraire de l'Amérique latine dans les années 80 en France, puisque beaucoup ignorent, par exemple, que Gabriel Garcia Marquez était journaliste ici, en France, et qu'il a écrit 100 ans de solitude dans une chambre de bonne à Paris. Et c'est dans une chambre de bonne à Paris qu'il a pu, en quelque sorte, révéler le réalisme merveilleux qui allait faire de lui l'un des plus grands écrivains de notre temps et le prix Nobel qu'il allait recevoir dans les années 80. Sachant que le même livre, j'ai dit 100 ans de solitude, quand il a été envoyé aux éditions Grasset, ils avaient refusé le livre. Donc on avait refusé un Nobel. C'est pour ça que j'ai dit, les écrivains dont on refuse 14 manuscrits, n'allez pas vous pendre. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut continuer à écrire et dire que les autres ont tort, ça va se révéler. Donc ce livre m'a ouvert parce que je l'ai découvert. C'est un des grands écrivains congolais, Soni Laboutansi. Je crois que je raconte la scène dans un chapitre sur Makele Kele, où je vais à la rencontre de cet écrivain congolais qui, quand vous alliez chez lui, c'était le seul écrivain dans une grande maison d'édition. Il l'avait publié en 1979, le roman intitulé La vie et demie, aux éditions du Seuil. Premier roman, publication au Seuil. Alors nous, on était là, on ne comprenait rien. Et je suis allé le voir, j'étais à la veille avant de venir en France. En Afrique, on va voir un écrivain comme si on va voir Jésus. C'est ici que vous les laissez se balader, mais chez nous, l'écrivain dans la rue, on lui donne les ananas, les mangues, on dit merci, on se dit que c'est quelqu'un qui est extraterrestre. Donc, il faut venir, du matin au soir, il est là à recevoir tout le quartier. Donc, vous êtes là, j'étais arrivé à telle heure, et puis vous êtes reçu. Et moi, je suis allé pour lui présenter mes poèmes. Et j'arrive... il jouait au handball, et puis il s'est arrêté quand on lui a dit que c'est un jeune homme qui veut être écrivain, il s'est arrêté, et puis nous sommes allés chez lui, et il avait fait une petite forêt comme dans sa parcelle, on entrait par une petite piste, et puis on rentre dans sa petite cabane, il y avait une bougie allumée, et il avait là un livre de Rimbaud, Une saison en enfer, et de l'autre côté il y avait sur les chroniques d'une mort annoncée de Gabriel Garcia Marquez. Et sur le mur, il y avait deux photographies. Il y avait le Che Guevara et la photographie de Bob Marley. Donc, qui était en quelque sorte, je dis, mais donc il me faut tout ça pour être écrivain, c'est bien parti, quoi. Et je suis rentré, il a commencé à parler, me donner son cahier dans lequel il avait écrit La vie et demie. J'étais là, je lui ai dit oui, je vais écrire de la poésie. Là il a dit, oh, mais petit, tu es mal barré parce que moi j'ai publié, je viens d'être connu, mais personne ne voudra publier ma poésie, c'est difficile, et pourtant j'avais la préface de Senghor, mais les éditeurs ne veulent pas publier la poésie parce que les gens ne veulent pas lire de la poésie. Et puis vous ne voulez pas écrire des romans? Je dis, ah non, je n'ai pas d'imagination, en plus les romans c'est long, hein, 300 pages, je vais mourir avant même, je vais oublier que le personnage avait une chemise rouge, parce que
J'ai trouvé les romanciers des magiciens. Parce que moi, le poème, j'étais là, je me sens mal. Tout de suite, en une page, j'ai réglé la solitude. C'est bon, c'est là. Mais le romancier, pendant 2, 3, 4, 5, 7 ans, tournait autour du même personnage. Les angoisses qui sont là, les incertitudes. Quand le livre est fini, les gens sont contents, on les balance. C'est pour ça que quand les critiques littéraires expédient d'un revers de main un roman, moi je pense à l'écrivain. Le travail qu'il a fait pendant 7 ans, expédié en 7 secondes. On dit, oh bah ça c'est pas un livre pour la rentrée, oups, on le jette. Et là je vois le travail, parce que c'est pas facile d'écrire un mauvais livre, hein. Ça prend du temps.